Donc bonjour et bienvenue à cette première conversation de Coups des Franches. On a choisi ce nom-là il y a peu de temps. Nous avons rassemblé deux députés sortants et un ancien député qui connaissent tous bien le dossier des langues officielles, mais aussi d'autres pour faire un retour sur la campagne électorale. Donc je vous les présente tout de suite. En premier lieu, Monsieur René Arsenault, qui est député libéral sortant de la circonscription Madawaska-Restigouche, au Nouveau-Brunswick. Donc c'est un poste que Monsieur Arsenault vous occupez depuis 2015. Monsieur Arsenault a été longtemps membre du comité permanent des langues officielles et en a été le président jusqu'à la dissolution de la Chambre. N'hésitez pas à faire des petits ajustements si je me trompe dans les présentations. Monsieur Alopa Clark, ensuite, a été député conservateur de la circonscription de Beauport-Limoilou, donc d'octobre 2015 à octobre 2019. Il a été porte-parole de l'opposition officielle en matière de langues officielles et de francophonie sous le gouvernement, sous le chef Andrew Scheer. Il a été également siégé au comité permanent des langues officielles à titre de vice-président et conseiller principal d'Erin O'Toole de 2020 à 2021. Et vous êtes le directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec depuis 2022. Et Madame Carol Hughes, vous avez été élue sous la bannière du nouveau Parti démocratique dans la circonscription de Algoma-Manitoulin-Kapuskasing pour la première fois, donc en Ontario je précise, pour la première fois en 2008. Vous avez été porte-parole du NPD en matière de santé des Premières Nations, mais surtout l'une des vice-présidentes de la Chambre des communes entre 2021 et 2025. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans cette présentation, messieurs, dames? C'est C'est complet. Bon, c'est parfait. complet. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour, oui. Bonjour tout le monde, oui. Bonjour. On se lance donc tout de suite avec une première question. Je rappelle simplement que vous avez 10 minutes par question, donc environ 3 minutes chacun. Vous pouvez dépasser un petit peu, mais je serai là sinon. Donc première question, vous avez écouté le débat sur les enjeux francophones qui a eu lieu mardi 22 avril, cette semaine donc. Qu'avez-vous retenu ou remarqué lors du débat sur les enjeux francophones présentés mardi? On va peut-être donner la parole en premier à Madame Hughes, si vous êtes... Ah ben, écoute, merci beaucoup. Et j'ai trouvé que le panel que vous aviez était vraiment très bon. C'est certain que les questions qui ont été demandées ont été abordées par tous les partis et c'était assez intéressant. Je pense que une des plus grosses questions pour moi qui avait été demandée, c'était sur l'immigration francophone. Le fait qu'on voit que euh, trop souvent, on met l'emphase ces jours-ci sur l'immigration où ce que on dit qu'il y a trop de gens qui sont au Canada et je pense que on a vu une augmentation de discrimination à ce sujet-là et mais c'est quelque chose qu'on a besoin ici au Canada et le fait qu'on a euh, au gouvernement, pendant nos sessions au gouvernement, on a vu où ce que l'emphase était surtout sur le logement et le fait qu'on commençait à blâmer l'immigration sur le manque de logement. Fait que je pense qu'il faut faire la balance sur tout ce qu'est-ce qu'on met en place. Surtout dans nos régions rurales, on voit une grosse demande, surtout sur l'immigration francophone dans plusieurs. Fait que tant qu'à Hearst, à Kapuskasing, à Sudbury, il y a une grosse demande, mais on remplit pas la demande et je pense que c'est problématique. Fait que j'étais contente de voir que l'immigration a joué un rôle important dans le débat lui-même. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'immigration francophone? Parce que je fais une petite parenthèse. Monsieur Gaudin a lancé la Mhm. cible de 20% d'immigration francophone. Je l'ai eu un petit peu plus tard au téléphone, puis il a confirmé que c'était d'ici à 2029. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que Madame Hughes a dit et par rapport à la cible, vu qu'on parle d'immigration francophone? Allô pas? Je peux y aller si vous... Vas-y. Ben, écoutez, oui, j'étais très impressionné par cette volonté d'atteindre la cible de 20%.
On était en dessous du seuil de 5% dans les 10 dernières années. Puis j'ai quand même reconnu le fait que M. McKinnon du Parti libéral du Canada a aussi dit qu'ils avaient atteint 7% dans la dernière année. C'est bien. Il faut en faire davantage. Rapidement sur le débat en général, moi j'étais très content en tant que Canadien français de voir un beau débat comme ça sur les enjeux francophones. J'ai été impressionné et surpris sérieusement de l'ampleur du débat, de la profondeur des enjeux qui ont été adressés. Là, je viens de faire un anglicisme, c'est épouvantable. Mais sérieusement, un très, très bon débat. Au début, très houleux. Hein? Donc, mais je trouve que c'est une bonne chose, ça, parce que les Canadiens français ont besoin de voir des leaders des communautés qui sont engagés, passionnés, puis qui débattent réellement. Tu sais, on a parlé du fait qu'on a besoin de plus d'immigration, également de l'entrepreneuriat francophone, du fait qu'on a besoin d'avoir le décret au sein du conseil privé pour renforcer la loi sur la langue officielle, puis la mettre en œuvre, du manque de français dans la fonction publique, du fait que la langue française est menacée, puis de l'avenir des médias francophones. Donc, on a vraiment touché tous les enjeux de base, puis je trouve que c'était très éloquent et instructif pour l'ensemble des gens qui écoutaient. Moi, j'ajouterais que, évidemment, les gens qui faisaient partie du débat étaient tous des gens qui connaissaient et maîtrisaient le dossier. J'ai un petit bémol. On parlait beaucoup de la francophonie hors Québec. Il y avait que des Québécois. Moi, c'était Ouais. je dirais même un gros bémol. C'est comme parler de régler un problème pour quelqu'un d'autre quand ce quelqu'un d'autre n'est pas à la table. Mm-hmm. Ça m'a un peu fait, en tout cas, sourciller, dirais-je. Mais les enjeux étaient bien débattus. Les gens connaissaient la matière. J'étais content de voir Monsieur Choquette du NPD, qui a été un grand défenseur de la langue française au sein du NPD quand j'étais au tout début sur le comité. M. Godin maîtrise le dossier, c'est de façon extraordinaire aussi. Il est là depuis longtemps. Aloupa était là au début, en 2015, avec moi. On est tous des passionnés de langue. J'aimerais juste, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, dire d'où viennent ces pourcentages, pourquoi. En 1971, il y avait 6, je vais parler en chiffres, disons 6%, en fait c'est 6,1% de francophones hors Québec. Et avec le déclin, l'exode et tout ça dans les régions francophones hors Québec, on est rendu à très peu, c'est très peu, on est en dessous de 4%. Puis, les organismes francophones, les intervenants nous ont dit il faut augmenter l'immigration, il faut donner dans la loi sur les langues officielles modernisées, celle qu'on appelle C13, il faut donner un levier, une obligation au gouvernement qui vont suivre d'augmenter l'immigration francophone pour atteindre le seuil de 6,1% de francophones hors Québec dans l'avenir. Donc, l'immigration francophone au Canada, quand on est arrivé en 2015, faisait du 1,9% de francophones. Sous le gouvernement Trudeau, qui vient de se terminer, ça n'a pas été tellement augmenté, ça a pris du temps à démarrer. Finalement, il y a eu des pressions. Ça a commencé à augmenter tranquillement jusqu'à 4%. Mais dans ces 13, il y a une obligation au ministre de l'Immigration. Donc, pour la première fois, on cite un ministre dans la loi qui doit s'organiser pour atteindre cet objectif-là de francophones hors Québec, d'augmenter la proportion de francophones hors Québec au même chiffre qu'ils étaient en 1971. D'où vous disiez, Aloupa, le fameux 7,2% d'immigration francophone au Canada qu'on a atteint. Je pense que par décembre prochain, on pense même dépasser les 8. C'est de la projection. Ça inclut Québec. Oui. Le ministre McKinnon a parlé de 12%. Okay. D'où vient 12%? Puis Joël parle avec passion comme moi, 20%. Moi, je dirais 50%. Oui, on s'entend. Parce qu'à un moment donné, on s'est assis ensemble, puis à huis clos, si on veut, maintenant on peut en parler, c'est très déposé et c'est une loi. OK. Wow. On s'est assis à huis clos. Il y avait les intervenants. On peut mettre le chiffre que l'on veut, utopique. Si c'est impossible, c'est impossible. D'où vient le 12% qui est très ambitieux? On va finir par atteindre d'ici peu le 12% d'immigration francophone. Si on atteint les 20%, moi, je serai derrière n'importe quelle stratégie qui fera ça. Mais je pense qu'en toute franchise, la logistique fait en sorte que c'est presque une mission impossible. Mais vous allez voir qu'avec cette loi-là, puis tous les partis ont contribué là, à cette loi-là. C'est pas seulement que les libéraux. Moi, je présidais, j'étais dans le meilleur siège. Moi, je présidais, j'entendais les pour, les contre, tout ça. Écoute, les gens qui étaient autour de la table avaient des bonnes intentions, peu importe la formation politique. C'est extraordinaire quand on parle des langues officielles, comment on devient, en tout cas pour ceux qui sont francophiles, pour qui c'est important, c'est incroyable ce qu'on peut faire ensemble, malgré la politique. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on a dû un peu répondre aux attentes des Canadiens, diminuer, vous avez entendu le ministre Miller,
il n'y a pas si longtemps, dire qu'on diminue dans les prochaines 3 années, dis-je, l'immigration au Canada. La pression est trop forte. On ne peut plus subvenir là, les loyers, les logements, les hôpitaux, les écoles. Mm. On doit diminuer, enlever le pied sur la pédale pour l'immigration. Sauf que l'immigration francophone, elle doit augmenter. Donc, dans cette diminution d'immigration générale, la proportion francophone, elle, va se concentrer et va augmenter. Mhm. Alors, puis il faut, pour ceux qui s'en viennent, qui vont être élus, puis les francophones, là, il faut garder l'œil sur ça. Ouais, j'interviens rapidement. René, vous dites, en fait, vous allez un petit peu aussi dans le sens de Carole, quelque part, enfin, vous avez parlé de la logistique. Carole faisait la balance entre l'immigration puis le logement. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là quand vous parlez de logistique, j'imagine. Oui, mais faut pas blâmer le manque de logement sur l'immigration. C'est vraiment le manque du gouvernement de répondre aux besoins. Fait que quand on regarde du fait qu'il y a eu un manque d'investissement par les conservateurs et par les libéraux pour plusieurs années dans le logement abordable, c'est là où ce qu'on se trouve en ce moment. Fait que là, on utilise l'immigration en tant que excuse pour dire ben c'est leur faute, le problème, c'est qu'on a trop d'immigrants ici au Canada. Quand on en a besoin pour notre main-d'œuvre, on en a besoin dans notre système de santé. Alors, et puis, pas seulement ça, mais on a coupé dans les services de l'immigration qui aident ces gens-là à être capables de répondre aux besoins plus vite que ce qu'on a comme. euh, Service. oui, fait qu'on ne peut pas répondre aux besoins aussi vite qu'on a besoin alors qu'on coupe dans des services. Alors, si on ne peut pas donner la formation aux gens pour développer leur deuxième langue, pour assurer qu'ils peuvent remplir les postes aussi vite, c'est un échec. Alors, si on coupe ou on ne donne pas l'investissement nécessaire à nos écoles francophones, telles que l'Université de Hearst, telles que l'Université de Sudbury ou l'Université de l'Ontario, il faut faire les investissements nécessaires, il faut être sérieux et il faut avancer. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est des demi-mesures les deux partis. Moi, je ne peux pas blâmer le NPD parce qu'on n'a pas été au pouvoir, mais je peux blâmer les conservateurs et les libéraux dans ce manque de priorité, là. Ok. Puis moi, je voudrais rajouter, en ce qui a trait à ce débat-là, que oui, l'immigration, c'est fondamental pour protéger le fait français au Canada. On était 22%, on était 27% il y a 50 ans, puis on est 22% aujourd'hui. Mais il manquait 3 sujets, selon moi, fondamentaux qui n'ont pas été traités, c'est-à-dire la représentation des francophones au sein du Parlement fédéral qui doit être protégée. Il y a une convention depuis 1867. Également, l'asymétrie. On peut pas mettre sur un pied d'égalité le français et l'anglais lorsqu'on parle de politique publique en matière de langue officielle. Puis aussi, il faudrait absolument mettre des clauses qui garantissent que les transferts fédéraux aux provinces pour les langues officielles vont dans les enjeux des langues officielles et non pas pour construire des routes. Donc, il faut que le gouvernement soit sérieux dans sa démarche auprès des langues officielles. Puis je trouve ça un peu dommage que ça a pris 9 ans, justement, au Parti libéral du Canada pour aller de l'avant avec la modernisation sur la loi. Ok, parfait. Je suis navrée, on va devoir passer à la deuxième question pour avoir du temps pour les autres. On passe à un autre sujet totalement, là, pour le coup. On s'attendait à ce que Donald Trump et les États-Unis prennent beaucoup de place pendant la campagne. Ça a été le cas. Mais c'était plus en toile de fond, puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Alors, quelle est votre analyse ou impression sur le déroulement de la campagne en soi? Monsieur Alupa Clark ou Monsieur Arsenault? Un des Ben, je pense qu'on savait quand même là, que Trump allait être élu. Plusieurs sondages le montraient là, dans les derniers mois à l'automne 2024. Et plusieurs partis se sont préparés, d'autres mieux, davantage que d'autres. C'est une campagne complètement inédite qui a été fortement influencée par l'externe, donc surtout par M. Trump. Il y a une remontée spectaculaire des libéraux dans les 3 derniers mois qui ont été très stratégiques. Trudeau est sorti à la dernière seconde, Mark Carney est arrivé. Puis c'est extraordinaire comment depuis le début de la campagne, les conservateurs ont eu beaucoup de misère à se recentrer, à se concentrer sur le vrai enjeu, qui est celui de la protection et l'intégrité de notre territoire et de notre souveraineté nationale. Donc, on a entendu beaucoup parler, oui, des enjeux d'inflation, de logement, de criminalité, mais la vérité, c'est que les Canadiens n'entendaient absolument rien à part toute la question de Trump et de la protection du pays.
Donc, tu sais, tous les jours, c'était tarif, pas de tarif, réciproque, pas réciproque. Ça a été vraiment surprenant. Puis encore une fois, cette semaine, on a un nouvel enjeu qui est arrivé sur la scène fédérale. Donc, c'est-à-dire M. Carney qui aurait parlé, M. Trump qui a parlé de l'annexion avec M. Carney au téléphone finalement, puis M. Carney l'avait pas mentionné. Je pense pas que ça va changer grand-chose, malheureusement. Le vote libéral est cristallisé. Il y a 7 millions de personnes qui ont voté là, durant le vote par anticipation. Donc, on semble voir une vague rouge là, qui se dessine. Puis on voit que M. Poilievre, actuellement, travaille les comtés sur conservateurs. Il essaie de sauver les meubles. Moi, j'en suis fortement attristé, bien entendu. Mais en tout cas, c'est une campagne vraiment qu'on n'oubliera pas. Moi, si je peux ajouter là-dessus, malheureusement, Inès, tu as tellement raison. Qu'on le veuille ou non, c'était impossible de parler comme Dialoupa de choses qui touchent directement les Canadiens dans notre quotidien à cause des frasques de cet énergumène qu'on a au sud de la 49e parallèle. C'est incroyable que celle qui se targue d'être la plus grande démocratie a ce genre d'administration-là. Je ne donne pas les Américains, on fait des fautes des fois, il faut se rattraper. Ça va prendre 4 ans à passer, ce mal dedans, là. Mais moi, j'ai une région très rurale. Contrairement peut-être à Loupa, Carole partage avec moi un peu, partageait dans sa vie de députée une région assez rurale aussi. Je vous dirais que moi, j'ai fait 3 campagnes électorales et chez nous, dans les régions rurales, on s'attache beaucoup plus au candidat ou la candidate qui se présente qu'au leader de sa formation politique. C'est le cas, selon moi, depuis toujours, depuis que je m'intéresse à la politique, depuis mes jeunes années. Cette fois-ci, c'était le leader. On se fout de qui ce qui est en dessous, qui est l'équipe, tatata. Je fais une caricature un peu résumée, là. Mais je vous dirais, non, moi, j'ai peur de ça, ce qui se passe de l'autre côté. Ça va avoir un impact extraordinaire. Crise économique se pointe à l'horizon. Je veux savoir qui est l'homme le plus solide, que je l'aime ou que je l'aime pas. Mon candidat, je suis content de le connaître, mais c'est peut-être moins important qu'avant. Je parle dans le contexte d'une circonscription très rurale, qui est la mienne. J'avais cette impression-là. Quoique les candidats qui sont ici sont de calibre. Le candidat qui va me remplacer est de calibre. Le candidat qui se présente pour les autres formations politiques sont de calibre aussi. Je vous dirais que je sens que ça se passe comme ça dans la tête des gens. Paloupa, tu as parlé de stratégie des libéraux. Je te corrige là-dessus. Il n'y a pas eu de stratégie pour la démission de Trudeau. M. Trudeau a dû démissionner par la force des choses, malgré que ça faisait très longtemps que très poliment et diplomatiquement, son caucus, ou une très bonne partie du caucus, le lui disait. Puis toi-même, René, tu été courageux parce que t'es sorti publiquement quelques fois pour que M. Trudeau quitte. Ça, je le reconnais. J'en dirai pas plus, mais j'étais... Je dirais le rêve de M. Poilievre a été réalisé, mais au détriment de son parti en ce moment. Mais c'était pas son rêve. Son rêve à M. Poilievre, c'était de faire une élection. Son outil principal, son arme principale, c'était Trudeau pour gagner cette élection. Puis il s'est pas ajusté. Il a continué de parler de Trudeau, des années Trudeau. Il s'est pas ajusté. Il s'est pas ajusté à Trump. Je n'en reviens pas. Mais le pire, pour moi, si j'étais conservateur, membre du caucus, à Loupa, tu partageras avec moi ce que je dis, si tu es d'accord ou pas, c'est d'avoir restreint son caucus, ses hommes forts et ses femmes fortes de son caucus, à prendre une partie du travail, puis de vendre le parti, vendre sa plateforme ou vendre ses intérêts, vendre ses ambitions. Moi, je ne comprends pas qu'il a pu muter. Je les connais, j'ai des amis de l'autre côté, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux en chef des communes. Comment il a fait pour faire taire ces gens qui sont des personnalités fortes, des personnalités intelligentes, des personnalités qui peuvent contribuer au développement du Parti conservateur? Moi, je pense qu'au lendemain des élections, il va y avoir une grosse remise en question avec le caucus et M. Poilievre. Je n'en reviens tout juste. Si j'étais conservateur, membre du caucus aujourd'hui, je serais frustré au plus haut point. Donc, il ne faut pas oublier que le Parti conservateur, ce n'est pas le Parti conservateur de hier. On parle de l'Alliance, on parle de réforme. Et puis, on a vu, même pendant qu'on siégeait au gouvernement, que plusieurs des députés qui étaient vraiment des députés très connaissants, avec beaucoup c'était des députés forts qui sont retrouvés au derrière-banc. Alors, c'était assez problématique. Mais je suis d'accord que Trump a pris beaucoup de place pendant cette élection ici. En particulier, je vais dire que
ça a eu un impact négatif, c'est certain, pour les conservateurs, mais ça a touché toutes les campagnes, toutes les campagnes. Et je suis d'accord avec M. Arsenault au sujet les candidats, parce qu'on a des candidats formidables. Ici, dans le nord de l'Ontario, tous les candidats comme tous nos candidats, c'est des candidates. Oui. Puis c'est des candidates assez fortes. Alors, j'ai eu même, je vais vous dire, Andréane Chénier, qui est la candidate pour les comtés ont assez changé. Sudbury-Est, Manitoulin, Sudbury-Est, Manitoulin, Nicobelt. Et puis, après un des débats, il y a des gens qui ont été la voir pour lui dire, écoute, je regrette d'avoir voté d'avance parce que j'ai voté libéraux, pour les libéraux et j'aurais dû voter pour toi parce que tu étais la meilleure candidate pendant le débat. Alors, c'est ça qu'on voit. Je vois le chemin a commencé à changer parce que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte hier avec Andréane et j'en ai fait avec, comme j'ai dit, il y a 3 candidates, je devrais toutes les mentionner. Il y a Laura Maillet qui est sur Sainte-Marie-Algoma, puis après ça, il y a Nicole Fortier-Lévesque qui est Timmins. Ça a assez changé. Timmins, Kapuskasing, Mushkegowuk. Alors, c'est toutes des candidates assez fortes, mais je vois le changement aux portes maintenant, où ce qu'on dirait que la campagne elle faisait juste commencer à regarder aux enjeux qui Ouais. impactent les gens, que c'est plus seulement pour M. Trump. On parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle du logement, et les gens commencent à être fixés sur les enjeux qui les impactent à part de juste M. Trump. Mais Fait c'est que- parce que Justement, C'est parce que M. Trump s'est tranquillisé, là. Tu sais, oui, oui, mais là, il est Ah, revenu sur non, non, mais l'avant-scène, là. il y a un lien à faire. Il est plus là en train de faire ses Ouais. phrases avec ses propres problèmes. Là, tout d'un coup, on commence. Et je lève mon chapeau à M. Singh du NPD, qui lui a tout le temps continué à marteler les enjeux qui nous touchent le plus près, là. Ben, Mais même chose M. pour Trump s'est monsieur. tranquillisé. Même chose pour M. Poilievre. Puis justement, ça explique dans les dernières semaines, comme les enjeux de l'inflation, de la crise du logement, de la criminalité, des sans-abri est revenu sur l'avant-scène. Les conservateurs ont remonté de 3%. Et comme si c'était prévu par le gars des vues, M. Trump est revenu sur l'avant-scène. C'est quand même particulier. Et je voudrais juste dire une chose rapidement. Allez-y. Les médias ont fait un travail rigoureux, extraordinaire, de mettre de l'avant toutes les différents polémiques durant la campagne. Mais je voudrais juste faire un parallèle que vous allez sûrement trouver très paradoxal. René, tu vas rire un peu, peut-être tu vas m'appeler après. Mais écoutez, des fois, on est aveugle envers nous-mêmes en tant que peuple parce qu'on se voit pas dans le miroir. Mais autant qu'on était surpris qu'aux États-Unis, ils ont élu un homme qui a été accusé au criminel à certains égards pour plusieurs actions de sa part. Ben ici au Canada, et je respecte M. Carney, bien entendu, mais on s'apprête à élire un cosmopolitain, un homme du 1% de la planète, riche, qui représente l'élite internationale, qui a travaillé avec des entreprises dans le pétrole, dans les paradis fiscaux. Donc, c'est assez extraordinaire quand même quand on y pense, mais en même temps, c'est lui qui incarne la stature qui rassure les Canadiens. Et puis là, en ce moment, même si les conservateurs remontent dans les sondages, ils sont encore 8 points derrière les libéraux en Ontario. Donc, je pense que la victoire de M. Carney est pas mal solide là, d'ici lundi prochain. On va voir ce qui va arriver. Ça pourrait être serré, mais étant donné la dynamique politique au Canada puis la façon que les comtés sont répartis, on semble voir un gouvernement libéral là, émerger. Ok, donc pour Moi, résumer rapidement, je suis désolée, est-ce que je peux rajouter un petit peu là-dessus quand même? Vas-y, René. Alors, très rapidement, Moi, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas fait de pointe par rapport au leader sur le. Monsieur, moi, je n'ai pas d'allergie à ceux qui réussissent, qui finissent par faire partie du 1%, surtout lorsqu'ils proviennent de milieux modestes, comme M. Carney. M. Carney, on sait où il est né, on sait où il a grandi. C'est pas l'histoire de Donald Trump. Faire ce qu'il a fait, devenir directeur d'une banque, s'occuper du Brexit, j'abrège son CV, mais sachant d'où il vient, moi, je lève mon chapeau, puis c'est pas à cause de son succès que je devrais avoir des hauts de cœur. Puis au contraire, c'est surtout, moi, ce qui m'inspire confiance, puis je vous dis pas qu'il est parfait, là. Il va pas marcher sur l'eau, là. OK? C'est un être humain. Mais ce qui m'impressionne, c'est un véritable économiste. Ça fait longtemps, moi, que ma première formation avant d'être avocat, j'ai fait mon background en économie, moi, mon premier degré universitaire, une majeure.
c'est la première fois que je vois quelqu'un, académiquement parlant, que c'est son passé. On verra ce que ça donnera au Je pays. pense que tous les chefs de parti, tout le monde a un passé. Et puis, mais je pense que tous les chefs de parti qui sont là en ce moment ont commencé dans des périodes assez difficiles d'une manière. Ils ont eu des expériences assez tu sais, Monsieur Singh partage souvent son expérience en tant que jeune homme, une famille avec un père qui buvait beaucoup et Monsieur Poilievre aussi parle tu sais, il était Adopté, etc. adapté, ouais, puis tout ça. Fait que je pense que c'est assez intéressant de voir. On a tout quelque chose dans notre passé qu'on a pu survenir, mais je pense qu'à la fin de la journée, il faut regarder où est-ce qu'on s'en va et c'est évident qu'on devrait avoir un gouvernement qui serait assez balancé. Moi, je voudrais pas voir un gouvernement majoritaire, mais je sais qu'en tant que candidate ou en tant que députée, une des choses qu'on haït faire, c'est de se trouver en élection encore un an ou un an et demi après qu'on vient d'être élu. Mhm. Fait que ça prend beaucoup de, c'est vraiment difficile sur les gens parce que ça prend beaucoup d'énergie. Mhm. Ouais. Mhm. On va passer à la troisième question rapidement, mais je note simplement que pour résumer vos réponses très 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 brièvement, vous avez parlé du fait que il y a quand même Donald Trump a quand même pris énormément gangréné entre guillemets la campagne, mais que sur le terrain, cela dit, quand vous faites du porte-à-porte, quand vous allez parler aux gens, si j'ai bien compris, il y avait quand même vous parliez des enjeux canadiens et qui touchent la vie des gens finalement au jour le jour. Ok, parfait. Avant-dernière question. Selon vous, pendant la campagne, de manière globale, quelle a été l'occasion manquée? Ça peut être soit une mauvaise décision, soit un sujet qui a été ignoré, vraiment laissé de côté, ou un mauvais choix de campagne, comme un faux pas, ou voilà. Et si possible, je sais que vous allez viser les autres partis, mais j'aimerais vous entendre sur votre parti Mhm. aussi, là. L'occasion manquée de votre parti, des autres, mais du vôtre aussi. Allez-y, Mhm. je vous laisse parler peut-être, Monsieur Clark. Oui, j'ai fait l'exercice hier, j'ai bien réfléchi à la question. Donc, écoutez, moi, personnellement, j'ai décidé de pas me présenter cette fois-ci. Puis, je suis un conservateur d'abord et avant tout, un Canadien francophone. Mais j'étais très déçu. Je pense que le Parti conservateur du Canada, puis M. Poilievre, que je respecte, avec qui j'ai siégé, a manqué une opportunité en or. On le manque trop souvent, nous, les conservateurs, de définir le Canada pour les 3 prochaines décennies, de sortir des points de discussion, d'unir les Canadiens, d'avoir un discours beaucoup plus de haut niveau, et puis de démontrer sa capacité, lui, en tant qu'homme, en tant que leader, de nous amener ailleurs en tant que pays pour renforcer les forces armées canadiennes, renforcer nos frontières, renforcer les programmes sociaux, rassurer les Canadiens vis-à-vis leur futur. Donc, moi, vraiment, là, j'ai trouvé que les conservateurs, ben, ils ont été très disciplinés, mais leur campagne était ultra scriptée avec des sorties médiatiques tous les jours. Je comprends que c'est la façon de faire, mais on n'est pas dans une campagne normale. Et leurs sorties souvent sortaient complètement, justement, de l'enjeu principal qui est de la survie du Canada face aux velléités américaines. Donc moi, ça m'a vraiment déçu. Puis j'aurais voulu voir un parti conservateur qui parle vraiment du futur du Canada. Pour ce qui est des libéraux, ben, je trouve ça dommage quand même que M. Carney ne nous a pas dit qui il était, lui, personnellement, en tant qu'individu. Il a misé beaucoup sur son CV. On a beaucoup de questions qui sont restées en suspens par rapport à ses activités, d'ailleurs, avec Brookfield Asset Management, par rapport aux paradis fiscaux. Moi, ça m'inquiète. Par rapport à son vrai amour pour le Canada. Tu sais, il a vécu longtemps à l'extérieur. Donc, pourquoi il est ici? Est-ce que c'est une question de carrière? Aussi, ben, l'accumulation des déficits. Il nous a pas expliqué en quoi qu'il allait être rigoureux au niveau des finances publiques. Son cadre financier laisse à désirer. Donc, voyez-vous, je suis quand même équitable. Puis, ben, à la fin de la journée, sérieusement, moi, je trouve que c'est une campagne qui a été plutôt terne. Puis, la campagne conservatrice, je dirais, a été franchement plate, malheureusement. Très bien. Madame Hughes ou Monsieur Arsenault, l'un des deux? On vous entend pas, Madame Hughes, votre micro est coupé. Excuse. Ouais, je vais juste ajouter que je pense que sur le terrain,
une des grosses problématiques qu'on voit depuis certaines élections, c'est que les conservateurs, euh, le chef, que ce soit ou la campagne elle-même, n'alloue pas aux députés conservateurs d'aller à les débats. Alors, ils ne peuvent pas sortir leur message comme qu'ils devraient. Et puis, ça, c'est problématique sur le bord des conservateurs. Je pense que vraiment une des plus grandes occasions manquées a été de parler des spécificités de la diversification de notre économie face à Trump. Qui a vraiment bouleversé la campagne, comme on en a parlé, et de vraiment peindre une vision large sur la façon dont nous utilisons les industries qui sont menacées. Je pense que ça, c'était très important de faire. Et je ne sais pas si les messages ont résonné des partis sur ce domaine-là. C'est certain que c'était un avantage pour M. Carney de savoir déplacer 3 fois pour aller rencontrer avec le président Trump. Ça l'a aidé sa campagne et c'était au détriment des autres parce que c'était vraiment un outil de campagne aussi, là. Tu sais, mais c'est ça en tant que premier ministre. Tu as l'opportunité d'être capable de faire des choses comme ça, mais l'ingérence étrangère, c'est ça que j'appelle ça, moi, de M. Trump, a vraiment joué un rôle dans cette campagne. Alors, je pense que on aurait pu voir plus de détails sur comment est-ce qu'on va sauvegarder nos industries, comment est-ce qu'on va diversifier nos industries Ouais. et la différence que ça va faire, c'est quelque chose que le NPD, à plusieurs reprises, a toujours dit. Moi, toutes mes campagnes, j'ai toujours dit qu'on devrait transformer nos ressources naturelles ici. Le NPD a... Guillaume, excusez-moi, je vous interromps juste pour savoir qu'est-ce que votre parti a. Est-ce qu'il y a eu un faux pas de votre parti pendant la campagne? Ne faut pas. Ben, je pense que... Qu'est-ce qu'il aurait mieux fait? Voilà, peut-être. C'était très difficile au NPD à se démarquer avec tout ce qui se passait, mais je pense que c'était pas vraiment leur faute, étant donné que M. Trump a joué un rôle si important dans la campagne. C'est semblable pour les conservateurs aussi. C'est pas la faute de leur candidat d'une manière. C'était une vague qui se passe. On l'a vécu avec le NPD, la vague orange, comme vous le savez. Des fois, c'est un sujet qui fait la différence. Mais, comme que j'ai dit auparavant, c'est que on voit maintenant, à la fin de la campagne, où ce que les enjeux commencent à vraiment sonner. Les enjeux qui impactent les gens eux-mêmes, tels que la santé, l'éducation, le logement, l'abordabilité, c'était gros. C'est ça qu'on commence à entendre à la place de M. Trump sur la porte. Monsieur Arsenault? Moi, je vais être encore plus équitable que Loupa. Pardonnez ma voix de chanteur rocker, La deuxième carrière, ça. C'est ça, la carrière a commencé déjà. Ouais, une vilaine grippe. Je me sens que je m'entends comme Jerry Boulet. Un faux pas, le même faux pas de toutes les formations politiques. Le même faux pas, mais pour différentes raisons. C'est le fait que les plateformes électorales ont été si tardives à arriver. On a beau dire que c'est l'excuse de Trump qui prenait tout l'arrière-plan puis tout l'avant-plan finalement, qui prenait toute la place. Je trouve ça inacceptable comme citoyen canadien de faire un vote sérieux quand on reçoit des plateformes électorales après que le dessert est servi. Là. Ça ne fait aucun sens. Je vais commencer avec les libéraux. Je vais les prendre un à un. Je comprends que M. Carney pourrait dire, son équipe pourrait nous dire, écoutez, dans moins d'un mois et demi, j'ai dû gagner une course au leadership. J'ai dû apprendre à devenir premier ministre, affronter Trump, aller voir les Français et les Britanniques. J'ai dû m'organiser comme nouveau député à me trouver une circonscription, à faire ce qu'il faut faire pour me faire élire. Puis je dois mener une campagne électorale générale ou de bout à l'autre du pays. Je comprends l'excuse du peu de temps. C'est l'économiste dont je parlais tantôt. Je pense que la stratégie aurait peut-être été de dire candidement, voici, j'ai peu de temps là, mais voici au moins 2 ou 3 grands thèmes que je vais développer au cours de la campagne là,
mes équipes vont s'y mettre parce que M. Carney s'entoure d'équipes. Alors moi, je trouve que c'est un gros bémol de la part de l'équipe de campagne électorale libérale. De la part des conservateurs, je suis assis en chambre, ça fait 10 ans. Carole, tu es témoin, toi, tu t'assois dans le fauteuil à côté de mon siège, dans le fauteuil de vice-président de la Chambre. Ça fait 2 ans que M. Poilievre nous casse les oreilles puis nous nargue. Venez-vous-en, on va faire tomber le gouvernement, donnez-nous un vote de non-confiance. On va vous faire tomber parce que nous, on est prêts. On est prêts. Ça fait 2 ans qu'il nous chante ça. Il nous arrive avec... finalement, sa plateforme électorale ne sert plus à rien. Je trouve ça complètement irrespectueux, autant que de la part des libéraux. Et idem pour Singh, ça fait au moins 6 mois qu'il nous dit la même chose, 6 mois, disons 10 mois maintenant, qu'il nous chante la même chanson. On est prêts. Personne n'était prêt dans un gouvernement minoritaire. Personne n'était prêt. Je trouve ça déplorable, des formations politiques qui aspirent je ne parle pas du Bloc, parce que pour moi, le Bloc, ça n'aspire pas de venir à gérer un pays, mais des formations politiques qui aspirent à gérer un pays et à nous convaincre que c'est à eux qu'il faut faire confiance. Moi, je ne sais pas si c'est à cause de mon passé, ou du fait que j'ai été député, je trouve ça déplorable, avant même les débats, déplorable. Ça, c'est le plus gros faux pas et il est équitable pour tout le monde, pour différentes raisons. Je ne peux pas m'empêcher de répéter ce que j'ai dit tantôt. Et c'est peut-être un message que je te lance à Loupa. Moi, que Poilievre a été incapable de s'adapter à une nouvelle campagne électorale sans Trudeau, avec Trump devant lui, de ne pas réajuster le message, de ne pas faire parler ces députés qui sont quand même des gens pesants, des gens qu'on écoute de confiance, d'avoir vraiment restreint le message, focalisé sur lui seulement et sa vision. Ça sonnait faux quand il avait son sourire puis qu'il était tout doux. On ne voyait pas le Pierre Poilievre des 2 dernières années, c'était évident. J'aurais aimé entendre parler. Je ne les nommerai pas parce que je ne vais pas les mettre dans la barre, mes collègues francophones que je trouve de calibre du Québec chez les conservateurs, mais je trouve ça déplorable, vraiment déplorable. En tout cas, bref, moi, c'est les pour et les contre et des faux pas, mais le plus grand faux pas de plateforme électorale. Je ne dis pas que le premier jour, il faut que ce soit là, mais au moins dans la première semaine, 10 jours, si tu n'es pas capable de pondre une plateforme électorale, tu n'es pas prêt, puis dis-le. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des campagnes telles Rapidement, Madame que Kim, là. s'il vous plaît. C'est pas la première fois qu'on voit où ce que les plateformes sortent à la dernière minute. J'en ai vécu 5, 6, 7. Parce que je m'avais présenté 2 fois. C'était pas avant la 3e fois que j'étais élue. Mais je pense que c'est certain qu'il y avait beaucoup de gens qui sont déçus du fait que les plateformes n'étaient pas sorties encore, surtout le fait que c'est une campagne seulement de quoi, 5 semaines. Mais je pense que pour les conservateurs, c'était à leur détriment, c'est certain, parce que c'est comme s'ils avaient écrit leur plateforme sur le derrière d'une serviette. Et puis, on est revenu, puis on a dit, oh, on a oublié de mettre ça dans notre plateforme, on avait oublié de mettre ça, d'ajouter ça. Fait que je pense que c'était au détriment. Je suis d'accord avec M. Arsenault aussi, du fait que le chef conservateur n'a pas pu changer son message. Il était toujours fixé sur la taxe carbone qui n'existait plus et puis sur M. Trudeau. Parfait. On va passer à la dernière question parce qu'on est encore un petit peu serré dans le temps, je m'excuse. J'ai l'impression d'être un peu dans votre chaise de présidente, président de la Chambre des communes et des comités. Ok. Et puis là, on va finir du coup avec une question qui, je sais, va vous faire parler à mon avis. Quel est donc le meilleur coup de votre ancien parti selon vous? Et nous allons recommencer avec Monsieur Clark. Oui, ben moi, écoutez, c'est au niveau des langues officielles. Justement, on l'a entendu dans le débat, l'engagement d'augmenter l'immigration francophone de 20%, d'avoir garanti aussi l'argent en ce qui a trait à tout le financement des organismes francophones. Puis aussi, ben, je devrais dire le français de M. Poilievre, qui était excellent. C'est dommage, je trouve justement que M. Carney, on le sait, là, qui prépare son arrivée à la tête du parti et du pays depuis très longtemps. Donc, c'était dommage de voir la piètre qualité de son français. Donc, mais c'est ça, moi vraiment, l'aspect francophone, puis je l'ai travaillé énormément quand j'étais critique au Parti conservateur à Ottawa, de supporter les langues officielles, puis de se mettre derrière la communauté, puis toutes les différentes actions au Parlement. Puis je vois que le parti a suivi dans cette voie-là, puis j'en suis fort content. Parfait. Monsieur Arsenault?
Oui, moi, je ne répéterai pas ce que Lupa vient de dire. Je suis d'accord avec lui par rapport aux langues officielles. Donc, je vais rajouter une autre brique par rapport, parce qu'on est dans le monde des langues officielles tout de suite avec Ouais. Franco-Presse, et surtout hors Québec, comme moi et comme Carole. Je vous dirais que en tout cas, je dirais que le plus gros coup pour moi, ça a été le formulaire court de Statistique Canada en 2021 Hum, sur les ayants droit. Vous n'avez pas idée, parce que c'est en amont qu'on doit gagner les langues officielles pour pouvoir leur fournir des écoles, tout ça. Donc, ouais. pour la première fois dans notre histoire, Statistique Canada en 2021, et ça, c'était un coup de maître de certains députés que je nommerai pas, mais disons que c'était sous notre Même gouvernement. de toi, René, hein? Tu t'es battu, là. Je nommerai personne. Je vais le dire à ta place. OK, il n'y avait pas que moi, mais je veux dire, on a pris des coups pour avoir ça, convaincre Statistique Canada, le statisticien en chef qui se Bravo. référait. Les ayants droit, maintenant, les luttes qui duraient 20 ans en Cour suprême du Canada pour bâtir une école en francophonie hors Québec, là, à la Cour suprême du Canada pendant 20 ans, puis quand on avait la décision favorable, ben, les jeunes étaient partis à l'université en anglais parce qu'ils n'avaient pas eu leurs écoles. Ça ne prend Mhm. pas plus de 20 ans grâce à ça. Ça fait des petits, c'est extraordinaire. J'ajouterai à ça, toujours dans le monde de la francophonie hors Québec, pour moi, puis, donc la feuille de route en matière de langues officielles qui se termine en 2028, on a Hum, quasiment doublé, puis focalisé là, pour que ça fasse des petits, là, la distribution des fonds et des aides en matière de francophonie à tous les niveaux. La feuille de route, imaginez, quand on est entré au pouvoir, je me souviens plus, c'était plus ou moins 2 milliards par année. ouais. Ça avait été augmenté, là, mettons, dans le temps de M. Dion, je ne sais pas. Aloupa, tu étais vice-président du comité des langues officielles dans le temps. Corrige-moi, dans le temps de M. Dion, c'était peut-être 1,5 milliard, je pense. Ouais, On ouais, l'a ouais. on l'a augmenté à 2000. Chez les conservateurs de Harper, zéro augmentation. On est arrivé au pouvoir en 2015. On l'a augmenté à Il y 2 avait la milliards. crise économique de 2008, mais on avait garanti le montant minimal. Voilà. Donc, puis L'inflation vous, faisait en sorte qu'on vous, c'est diminuait. l'inflation qui l'a augmenté. Mais je vais finir. On l'avait augmenté à 500 millions, donc à 2 milliards. Ouais, Et quand on est parti, il y a pas si longtemps, je pense en 2025, non, c'est 2023, dis-je, pardon, c'est quinquennal 2023-2028, ouais, tout à fait. à 4,1 milliards. Hum, Donc, les ayants droit pour moi, et ça, il y a beaucoup de beaux combats qu'on a fait dans ces 13, comme Aloupa disait, là. Et ça, c'était hum, toutes les formations politiques, là. Mais les ayants droit et la feuille de route, pour moi, à très court terme, c'est ce qui va donner le plus de bénéfices aux communautés de langues officielles hors Québec. c'est vrai. Parfait, Madame Hughes? Écoute, tu peux-tu répéter la Oui, question? bien sûr. Je me demande, avec les discussions qu'on a eues, là, que les réponses que tu as eues, je veux juste m'assurer que je réponds comme il faut. Oui, je vous demandais quel a été le meilleur coup de votre ancien parti. Ça peut être pendant la Non, campagne non, ou pendant le... Voilà. c'est ça, je Allez-y. voulais vérifier. Ouais. Oui, C'est certain qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais il faut réaliser que le NPD, en tant que quatrième parti, a pu réaliser plusieurs initiatives qui ont, qui bénéficient et qui ont bénéficié et qui vont bénéficier tous les Canadiens. Alors, on parle des soins dentaires, parle du programme national des garderies, on parle ça du c'est programme les... national Ouais, pharmaceutique. c'est les libéraux. Alors, mais écoute, je pense que les soins dentaires, c'était peut-être le plus gros Hmm. avec l'entente qu'on a pu Ok. signer avec les libéraux. On a pu les pousser dans un coin pour réaliser beaucoup, pas pour notre parti, pour les Canadiens et les Canadiennes. Alors, c'était le plus gros investissement euh, dans la santé depuis qu'on a le système public de médicaments de santé. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux toujours retenir avec moi. C'est certain qu'on en a eu beaucoup dans 16 ans et demi. J'ai vu beaucoup de changements. Euh, mais je suis très fière de tout ce que le parti a fait et je pense que ça l'a vraiment démarqué. Est-ce que ça va faire une différence dans l'élection? Ça n'a pas de l'air à ça. Mais les gens vont tenir ça à cœur, mais pas assez pour faire le gros changement. Si on aurait deux autres semaines, je pense qu'on aurait vu un changement pour tous les partis, mais on est où ce qu'on en est et puis c'est espéré que lundi, euh, on va voir encore plus de gens qui vont sortir et peut-être qu'on va trouver des surprises.
Nous allons bien voir ça lundi. Oui, on ne vous entend pas, Monsieur Arsenault, votre micro est coupé. Je disais, c'est curieux, mais moi, j'ai pas l'impression que les jeux sont déjà faits. C'est une drôle d'élection. Oui, oui, c'est Alors, vrai. C'est vraiment une alors, drôle Ça d'élection. peut changer. justement, vous mettez le doigt sur une relance que j'avais en tête depuis tout à l'heure. En fait, j'en ai deux. Hein, je vais pas du tout respecter mes Il quatre y a des questions. surprises. Ouais, c'est ça, je vous avais pas dit. Très très rapidement. Tout à l'heure, Monsieur Clark, vous avez parlé de campagne qui n'était pas normale et je vous ai tous les trois en filigrane entendu en parler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Très très rapidement, si vous pouvez me résumer ça en moins d'une minute, ce serait parfait. Monsieur Clark, allez-y. Ben, en fait, c'est intéressant parce que ça vient de me venir à l'esprit. C'est une campagne qui est pas normale. Puis en vérité, c'est pas la première fois qu'on vit ça au Canada, là. En 1911, là, Borden contre Laurier, là, c'était par rapport beaucoup à l'influence des États-Unis au Canada. On a vu ça aussi au 19e siècle sous MacDonald. Donc, les politiques nationales. Donc, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, comme d'habitude, le Canada s'identifie beaucoup en opposition aux États-Unis. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup attristé quand M. Trudeau il a dit ça sur une chaîne de télévision américaine. Puis, donc oui, c'est une campagne inédite, mais pas. Mais la raison pourquoi c'est si différent que ça cette fois-ci, c'est que la seule question de l'urne, c'est qui peut représenter le Canada face aux velléités américaines et Trump. Et on a mis de côté tous les autres enjeux qui font en sorte que le pays, on vient de perdre une décennie, en fait, de développement de pays, de mobilité, de TGV, de grands projets. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est une campagne qui est axée sur un seul et unique enjeu et qui va pas nécessairement faire en sorte que notre pays va mieux aller dans les années à venir. Madame Hughes? Ouais, ben, j'espère qu'on va voir des changements sur la journée des élections, comme que j'ai mentionné, mais Mais pourquoi c'est cette certain campagne n'est que pas normale, c'est ça? Pourquoi elle est différente des autres? c'est ça, c'était axé plutôt sur qu'est-ce que Trump nous gorachait tout le temps. Mhm. Mais maintenant, je trouve que aux portes, les gens commencent à être un peu plus fixés sur les enjeux régionaux, les enjeux qui affectent leur survie, qui affectent leur vie quotidienne, c'est-à-dire. Et c'est ça que je commence à entendre aux portes. Alors, j'espère, je pense qu'ils commencent à prendre plus attention aux candidats, aux candidates. C'est à la dernière minute on voit, mais c'est ça le problème avec des campagnes qui sont très courtes. On n'a pas le temps surtout dans les grands comtés, on n'a pas le temps de se faire connaître autant ou de faire connaître nos enjeux autant. Mhm. J'ai souvent entendu, moi, ben écoute, j'ai toujours voté NPD et maintenant je commence à repenser, mais il y a beaucoup de gens qui sont on appelle ça des 2 et des 3 en ce moment, qui sont Mm-hmm. indécis ou ils pensent qu'ils vont aller sur un bord, ils ne sont pas encore là. Ça va être assez intéressant qu'est-ce qui va se passer lundi. Pour moi, j'espère qu'on va voir des changements et qu'on va voir les, les, les choses changer un peu à ce quoi le Parlement va vraiment regarder à Mhm. le prochain gouvernement qui va siéger. C'est bon. Monsieur Moi, Arsenault, rapidement? oui, moi, je vous dirais que si Trump n'était pas dans la mêlée, qu'il n'existait pas, Mhm. je vous dirais que les tendances actuelles depuis 2 semaines, j'ai analysé tous les gouvernements, les tendances de sondage des gouvernements majoritaires du passé. À Ouais. 2 semaines de l'élection, quand l'écart est à ce point, ça ne Mm. bouge plus. C'est le cas. Ici, c'est Trump qui a fait ça. Mhm. C'est Mhm. pas, quand je dis c'est pas une élection normale, ça se peut très bien que les résultats ne seront pas normaux par rapport au sondage. Moi, je m'attends à tout. Mhm. J'attends des Mhm. gouvernements minoritaires peut-être même. Mhm. Donc, Ok. Mhm. je veux dire, les dés sont jetés, mais les jeux ne sont pas encore faits. Mais il y a une chose Ouais. qui est certaine. Trump vient de nous dire, là, les Canadiens, là, viennent on vient de se rendre compte qu'on a fini de prendre tout pour acquis. On a les ressources, on a les minéraux, on a l'eau, on a la forêt, puis on va commencer à s'organiser, à travailler entre nous, puis à se vendre entre nous. Puis quand on aura réussi à faire comme dit M. Carney, une seule économie, pas 13 économies, là, il va falloir qu'on se parle franchement, là. Quand un Mhm. plombier d'ici, avec son diplôme de plombier, ne peut pas aller déboucher une simple toilette du côté du Québec, le bord du pont ici, il faut se parler, là. Il faut se Ouais. parler. Ouais, puis Quand notre Très bois très précieux s'en va aux rapidement, Monsieur États-Unis, Clark. Très rapidement.
Ouais, ben, super rapidement, c'est ça que M. Harper a gagné en 2011 avec 3% d'avance en Ontario, puis là, M. Carney a 8% d'avance en Ontario. Mais c'est vrai que Et il Trump y a n'était des pas là avec M. Harper. non, mais Trump n'était pas là. justement, puis une chose très rapidement, les 18 à 35 ans qui supportent M. Poilievre, ils n'ont pas de ligne de téléphone fixe. Donc, ils répondent pas aux Exactement. sondages tant que ça. Malheureusement, par contre, ils ne sortent pas voter tant que ça non plus. Mais si jamais il y avait une vague de vote des jeunes de 18 à 35 ans, on pourrait voir M. Poilievre former un gouvernement minoritaire. Très bien. Oui, j'allais dire on va s'arrêter. Et une dernière petite surprise, c'est simplement en une phrase, deux maximum, si vous pouviez me dire un bon coup d'un autre parti de votre choix. Ouf. Ah oui, je savais. D'un autre parti? Oui, d'une autre formation politique. Que OK, ce moi, je soit, commence. que ce soit OK, pendant vas-y, la René. campagne ou pendant les 10 dernières années sous M. Trudeau. OK, donc on parle pas de son parti, on parle de l'autre parti. Je vais commencer parce que j'ai jamais commencé. Je vais laisser la chance aux Allez-y, autres. Monsieur Arsenault. Je sais pas si c'est un bon coup, mais moi, Jack Metzing, j'adore. Le gars, il a le cœur sur la main. C'est comme notre Yvon Godin chez nous. Quand il Mhm. était dans le débat francophone, il insistait pour parler de la santé. Il insistait pour parler de la santé. Puis à un moment donné, il s'est mis à pointer ou à blâmer un peu Patrice Roy, qui lui coupait la parole. J'ai pensé, premier abord, j'ai pensé, quelle effronterie. Qu'est-ce qu'il Mhm. fait là? Mais quand il a référé à l'horloge, j'ai pensé, ce gars-là est intègre. Il était 2 minutes en retard sur tout le monde sur l'horloge. Je parle de son temps de parole. Je trouvais qu'il avait fait un bon coup parce que ce qu'il disait, c'est que moi, je parlais d'autre chose que Trump. Je veux parler des choses qu'on entend sur le. Quand on parle plus de Trump, on parle des choses qui nous touchent quotidiennement. Moi, j'avais trouvé que c'était un bon coup. Il a pas voulu faire un coup stratégique. C'était juste naturel pour lui de dire ça. Hey, gardez l'horloge. Il était 2 minutes en retard sur son temps pour parler, puis il voulait parler de santé. Peut-être année de parler d'autres choses qui ne nous concernent pas les Canadiens. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un bon coup dans le débat francophone. Parfait. Madame Hughes? Écoute, j'ai pas pu regarder les débats parce que je faisais du porte-à-porte. Alors, et j'étais sur la route aussi. Ça peut être Mais aussi ça peut être aussi un bon coup des années, des 10 dernières années. OK, d'un autre parti. Oui. Mon Dieu. Est-ce que Monsieur Clark, vous avez quelque chose en tête et puis on revient à Madame Hughes pour lui Ah donner. ben oui. Oui, allez. Ben, moi, c'est un peu une trilogie, là. Bon, René a dit qu'il n'y avait pas de stratégie des libéraux, mais en tout cas, ils ont su exploiter à fond la situation. Puis Trump, ils l'ont pas inventé, personne ne l'a inventé, clairement, là. Mais d'avoir prorogé le Parlement, d'avoir lancé une campagne à la chefferie éclair, c'était extraordinairement stratégique. Toute l'attention du Canada au complet était sur le Parti libéral du Canada, une visibilité hors pair. Et comme j'ai dit en tant que commentateur dans une autre chaîne de télévision, j'ai écouté, c'est incroyable, le soir le soir où les libéraux ont choisi leur chef, on a vu pendant 4 heures de temps en direct à Radio-Canada le résultat de l'élection de la chefferie libérale avec Mark Carney qui a fait un discours de 30 minutes en direct à Radio-Canada. Écoutez, c'est incroyable la visibilité, là. Donc, ça, c'était vraiment un coup extraordinaire de maître. Voilà. Parfait, Madame Hughes. Ouais, je pense que peut-être celui de M. Alupa, vraiment, j'ai toutes sortes de choses qui me courent à travers de la tête au sujet des choses qui sont arrivées. C'est certain que la pression que M. Poilievre a mis sur M. Trudeau pour démissionner, mais je pense que vraiment, c'est sur les libéraux eux-mêmes où ce que euh, je, je trouve que c'était eux qui ont vraiment fait la différence pour voir la démission de M. Trudeau. Parce que là, quand tu perds la confiance de ton parti lui, toi-même, c'est vraiment difficile à retenir ça. Mais je pense que M. Trudeau, à la fin, a vraiment, je dirais, euh, avec tout ce qui se passait avec M. Trump, il a pris une relève, puis je pense que les électeurs commençaient à repasser à ça. Est-ce que vraiment on a fait la bonne décision de le forcer à démissionner? Fait que c'est ça que j'ajouterais, là, mais
je pense que la fatigue de la campagne commence vraiment à montrer, même avec moi-même, même si c'est pas moi qui se présente, je suis là pour les candidats, les candidates qui se présentent dans mon comté. Et puis, des fois, on a de la misère à y penser. Parfait, parfait. Mais merci à vous trois pour cette discussion qui a duré un petit peu plus que prévu finalement. Mais regardez, c'est ça qui anime les passions finalement. Donc, merci beaucoup à vous trois. Puis, Merci. on vous souhaite bonne chance pour le reste de votre carrière, si j'ai bien compris, musicale pour Monsieur Arsenault. Je vais aller voir ton les show, collègues. René, là. Je vais descendre en Comment? Acadie cet été, là. Je vais aller te voir, là. Viens me voir. Mais en tout cas, les collègues et anciens collègues, merci. On s'est côtoyés, c'était vraiment agréable. Puis je vous souhaite une belle Ouais, continuité. Parfait. Merci beaucoup. réciproque.